À coup sûr, un pauvre gars avait voulu faire son intéressant après avoir regardé un film de Clint Eastwood un après-midi au ciné Caméo, et en un rien de temps, cette mode s'est propagée dans toute la ville comme une traînée de poudre. À Bujumbura, il y a deux choses qui vont vite, la rumeur et la mode. Donatien était mal assis. Il boudait depuis le départ. Il avait la place du milieu et ne pouvait pas installer ses jambes correctement à cause du levier de vitesse. Il était de travers, son épaule gauche contre celle d'Innocent et les jambes en biais. J'avais fait un caprice pour être à la fenêtre parce qu'il pleuvait et que j'aimais assister aux courses des gouttes d'eau le long de la vitre et souffler dessus pour dessiner dans la buée. Ça faisait passer le temps durant les longs trajets à l'intérieur du pays. Arrivé à Cibitoke, il ne pleuvait plus. Donatien a refusé que l'on prenne la piste qui menait chez la grand-mère des jumeaux, car il y avait trop de boue, on risquait d'enliser la voiture. Il a proposé de continuer à pied, mais Innocent ne voulait pas tacher ses baskets blanches. Après, je suis parti devant avec Donatien, et nous avons laissé Innocent seul, dans la camionnette, se racler ses foutus chicots. Sur les collines, même lorsqu'on pense être seul, il y a toujours des centaines de paires d'yeux qui vous observent et votre présence est annoncée à des kilomètres à la ronde par des voix qui ricochent de case en rugot. Alors, quand nous sommes arrivés chez la vieille, elle nous attendait déjà avec 2 verres de lait caillé à la main. Ni Donatien ni moi ne parlions vraiment kirundi. Surtout pas le kirundi compliqué et poétique des collines, celui avec lequel quelques mots de swahili et de français ne suffisent pas pour colmater les lacunes de ta langue. Je n'avais jamais vraiment appris le kirundi. À Buja, tout le monde parlait français. Donatien était un Zaïrois du Kivu. Et les Zaïrois du Kivu ne parlent souvent que le swahili et le bon français de la Sorbonne. Là, c'était une toute autre histoire. À l'intérieur du pays, on ne pouvait pas converser avec les gens comme la grand-mère des jumeaux. Leur kirundi est fait de trop de subtilité, avec des références à des proverbes immémoriaux et des expressions qui datent de l'âge de pierre. Donatien et moi, on n'avait pas le niveau. Elle essayait pourtant, la vieille, de nous expliquer où on pouvait trouver le nouveau propriétaire de la bicyclette. Comme nous ne comprenions pas un traître mot, nous sommes redescendus à la voiture avec Godefroy et Balthazar, les fameux cousins trancheurs de Zizi, pour rejoindre Innocent, qui devait nous servir de traducteur. Avec les cousins à l'arrière de la camionnette, qui avaient accepté de nous montrer le chemin, nous sommes retournés sur la route asphaltée. 2 kilomètres après la sortie de la ville, une autre piste nous a menés dans un village où nous avons trouvé un certain Mathias, celui que les jumeaux avaient vu sur mon vélo. Le Mathias en question l'avait revendu à un dénommé Stanislas de Kiomba. Nous sommes remontés dans la voiture, avec les 2 cousins, plus Mathias, et nous avons mis la main sur le fameux Stanislas, qui lui-même avait revendu le vélo à l'apiculteur de Kirigitari. Nous voilà repartis, direction Kirigitari, avec Stanislas en plus dans la voiture. Même chose avec l'apiculteur qu'on a embarqué avec nous pour qu'il nous indique l'adresse du nouveau propriétaire, un dénommé Jean Bosco de Guitaba. Une fois à Guitaba, on nous a prévenu que Jean Bosco était à Cibitoke. Nous sommes alors retournés à Cibitoke. Et là, Jean Bosco nous apprend qu'il vient de vendre le vélo à un agriculteur de Guitaba. Demi-tour. Sauf que, sur l'artère principale de Cibitoke, des policiers nous ont arrêtés pour nous demander ce que nous faisions, entassés à 9 dans la voiture. Innocent s'est mis à raconter l'histoire du vélo volé et la recherche du nouveau propriétaire. Il était midi et les curieux ont afflué. Très vite, des centaines de personnes se sont regroupées autour du véhicule. En face de nous se trouvait le cabaret central le plus grand débit de poissons de la ville. Le bourgmestre et quelques notables du district y terminaient un lot de brochettes de chèvre imbibées de primus chaude. La foule, massée autour de nous, a rapidement attiré leur attention. Le bourgmestre s'est levé doucement de son tabouret, il a roté en remontant son pantalon, a ajusté sa ceinture et s'est avancé vers nous,
tel un caméléon fatigué, fendant la foule avec sa large bedaine, ses babines graisseuses et ses taches de viande sur sa chemise cacadois. Son visage était fin et allongé, mais son gros postérieur de tantine lui remontait jusqu'au milieu du dos, et son ventre était tendu et consistant comme celui d'une femme enceinte arrivée à terme. Il avait l'allure d'une calebasse, le bourgmestre.